Merci Eric d'introduire cette étude et puis d'avoir permis au réseau Morphée de participer à ce travail. Au niveau du réseau, on a effectivement tout à fait conscience que le sommeil, c'est une des clés de voûte de l'état de santé, à la fois physique et mental. Et s'intéresser au sommeil des soignants était un moyen justement de voir apparaître un certain degré de souffrance. Et effectivement, on va voir que l'étude montre un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Donc, les soignants présentent des troubles du sommeil, ça c'est comme tout le monde, mais je dirais que ça n'a pas été évalué. Et d'autre part, au niveau du réseau, on a un outil qui existe et qui est accessible à tous et qui permet d'évaluer son sommeil, et en particulier s'il y a des pathologies associées, pour faire un espèce de pré-bilan avant consultation. Et on a ouvert une entrée spécifique pour les soignants, de telle sorte qu'il y avait des questions particulières sur le type de travail qui nous a permis un peu d'avancer dans ces résultats. Donc on a 882 soignants qui ont répondu au questionnaire, alors que l'ensemble de la base a plus de 13 000 questionnaires, enfin à l'époque, là maintenant on en a plutôt 16 000. Et les professionnels de santé ont été, disons, incités à venir sur le site pour remplir ce questionnaire, à la fois par SPS et tout le fichier des soignants liés, mais aussi tous les soignants du réseau Morphée, et puis bien sûr par voie de presse, puisqu'il y a eu un communiqué de presse dans une revue, en particulier une revue d'infirmières, enfin qui a été beaucoup repris par une revue d'infirmières. Alors on voit que les répondeurs sont avant tout des femmes, 82%, que l'âge moyen était de 41 ans, et puis un IMC moyen qui montre un certain surpoids, avec quelquefois des problèmes de poids vraiment plus importants. Et on verra qu'il y a un lien avec le sommeil. Alors les soignants, au niveau de leur métier, l'essentiel des gens qui étaient répondeurs, c'était des infirmières, 51%, avec quelques sages-femmes qui ont été mis dans le même groupe, 19% de médecins et de dentistes, et en fait il y avait 15% de médecins et d'internes, et vous voyez qu'il y a 70% d'hospitaliers salariés, 21% de libéraux et 6% qui avaient une activité mixte. Donc une représentation quand même qui touchait beaucoup plus les infirmières que les médecins, probablement par le mode de recrutement. Au niveau des métiers, on voit que, bien sûr, sans étonnement, les infirmières ont plus de travail posté, donc de travail avec des horaires alternants ou du travail de nuit, que les salariés hospitaliers ont plus, là aussi, de travail posté que les libéraux, ce qui n'est pas très étonnant. Mais on voit que les horaires sont vraiment plus importants chez les médecins, et avec des libéraux et les activités mixtes qui ont des horaires plus importants par rapport aux hospitaliers salariés, 45 versus 39 au niveau des horaires. Donc c'est quand même tout à fait important comme chiffre. La durée de sommeil, la durée de sommeil, les jours de travail est différente entre les soignants et les non-soignants. On voit que les soignants ont un sommeil court, 6 heures, qui est en moyenne, alors que les non-soignants sont à 6,5. Le week-end et les jours de repos, il n'y a pas de différence entre les soignants et les non-soignants. Si on demandait aux gens s'il y avait une privation de sommeil, et si on regardait ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit, eh bien on voit que 60% des soignants dorment moins de 6 heures en semaine, versus 44,8% chez les non-soignants. 48% pensaient être privés de sommeil en raison de leurs horaires de travail, et on voit qu'il y a un travail le soir qui est assez fréquent, plus fréquent chez les soignants que les non-soignants. Et on pensait que les horaires décalés étaient plus fréquents, ce qui est vrai chez les soignants, et qu'on voit que le lien est effectivement lié à un travail posté ou de nuit dans 80% des cas.
chez les non-soignants, donc des horaires décalés sont moins fréquents et ne sont pas en rapport avec un travail posté, sauf chez 31% des sujets. Alors, si on posait la question aux gens, est-ce que vous avez le sentiment d'être en privation de sommeil? C'est intéressant comme question parce que ça prend en compte à la fois la durée de sommeil de la personne et de ses besoins. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des gens très courts dormeurs et des gens longs dormeurs. Pour autant, ils peuvent dormir suffisamment dans leur, par rapport à leur type de sommeil. Et quand on leur demande s'ils sont privés de sommeil, eh bien quelqu'un qui dort 7 heures par nuit et qui a besoin de 9 heures va être privé de sommeil, alors que quelqu'un qui ne dort que 6 heures de sommeil mais qui a besoin de 6 heures de sommeil ne sera pas privé. Et on voit là que eh bien, les infirmières ont vraiment un sentiment de privation de sommeil qui est important, avec pour ces patients, enfin pour ces personnes, plus d'heures travaillées dans la semaine pour ceux qui sont privés de sommeil. Vous voyez quand même des chiffres 42 versus 39 pour ceux qui ne sont pas privés de sommeil. Alors, les facteurs associés au sentiment d'être privé de sommeil, bien, il y a d'une part la durée de sommeil. Objectivement, effectivement, on peut avoir un sommeil de 6 heures ou moins. Mais ce qui sort surtout, c'est des différences qualitatives au niveau de la qualité du sommeil ressenti, au fait qu'il y a des pensées intrusives du travail pendant le sommeil. Donc, vraiment, quelque chose qui est une espèce de prégnance du travail un peu dans toutes les situations et même par rapport au sommeil. Le mode d'exercice et le sommeil, eh bien en fait, on se rend compte que un temps de sommeil inférieur à 6 heures est fréquent chez les hospitaliers salariés par rapport aux libéraux. Tout comme la sensation d'être privé de sommeil. Et on voit que le fait d'avoir des horaires avec des horaires décalés n'est pas nécessairement l'élément le plus intéressant qui va ressortir, mais que quand il y a un travail posté fortement impliqué chez les hospitaliers salariés, eh bien, on voit que c'est 79% des sujets, hein, et donc qui ont l'impression d'être privés de sommeil par le travail. Alors que cet effet n'est ressenti que chez 35% des libéraux. Alors les conséquences d'une privation de sommeil, eh bien, il va y avoir vraiment des conséquences importantes en termes de retentissement sur le poids, retentissement sur l'anxiété, sur la dépression, sur l'importance aussi de l'insomnie. Et ça, c'est une chose qui est vraiment spécifique à la sensation d'être privé de sommeil, alors que quand on voit que sur la courbe de droite, sur le tableau de droite, on voit uniquement la durée de sommeil et les mêmes paramètres, eh bien, il y a juste l'IMC qui joue, qui est différent. Et là, ça rejoint toutes les études qui montrent que la privation de sommeil objective, enfin le fait de dormir insuffisamment, va modifier le métabolisme de certaines hormones, dont la leptine et la gréline, et que les gens qui dorment le moins vont avoir tendance à prendre du poids. Et donc, c'est aussi un facteur de risque dans une population qui ne dort pas assez. Au niveau des irrégularités des horaires, on voit vraiment déjà ce qui se passe dans la population générale, c'est-à-dire que en période de repos, les horaires ont tendance à se décaler énormément. Ça, c'est une tendance sociale qui existe chez tous. C'est particulièrement vrai chez les adolescents, vous savez, qui se lèvent très tard le week-end, mais ça a tendance maintenant à se voir chez les adultes. Ceci étant, il y a en plus chez les soignants en travail posté, eh bien, une tendance à se décaler plus du fait des horaires de travail. Donc il y a une petite différence avec plus de décalage chez les soignants que les non-soignants. Pardon. Alors, les conséquences d'un décalage, on pensait que ce serait très important en termes de retentissement sur
la qualité de vie et puis les différents paramètres psychologiques mesurés, c'est-à-dire l'anxiété et la dépression, en fait, on se rend compte que c'est pas tant le décalage qui pose problème. Finalement, les gens, le facteur qui ressort avec un décalage important, c'est l'âge. Et ça, c'est vrai dans toutes les populations. C'est-à-dire que les jeunes se décalent beaucoup plus entre la semaine et les jours de repos que des plus âgés qui sont plus stables. Et ça, c'est vrai apparemment, même quand il y a un travail posté qui est surajouté. Alors au niveau des comportements et le sommeil, on se rend compte qu'en fait, que ce soit la consommation d'alcool, les habitudes sport, etc., c'est sensiblement identique. Les soignants consomment un petit peu plus de café et moins d'alcool, et fument moins et font plus de sport, mais c'est pas très très différent. Enfin, il y a une petite tendance. Quant aux expositions aux écrans, qui peut être un des éléments perturbateurs au niveau du sommeil, eh bien on voit que c'est quelque chose qui est très généralisable dans toutes les populations, avec simplement des soignants qui ont tendance à travailler plus le soir et en particulier sur des ordinateurs. Pour ce qui est du travail et du sommeil et de la façon dont c'est vécu par les soignants, eh bien 50% des soignants pensent que le travail de nuit est néfaste à leur sommeil, et on voit qu'il y a une privation de sommeil ressentie liée au travail pour 48% d'entre eux, une qualité de sommeil qui est impactée par le travail pour 70% d'entre eux, et un stress induit par le travail qui est vrai aussi pour 63% d'entre eux. Donc des choses qui font qu'il y a vraiment un retentissement ressenti par le travail et qui pèse dans le milieu professionnel. Alors, si on regarde les troubles du sommeil, en revanche, donc les pathologies qu'on pouvait suspecter au travers des réponses au questionnaire, vous savez qu'il y a dans l'ensemble de la population française quand même beaucoup de gens qui se plaignent de troubles du sommeil, 30 à 50% selon les études, et en particulier un syndrome d'apnée était retrouvé dans 2 à 4%. Bien sûr, on regarde les différents éléments, que ce soit au niveau de l'insomnie, de syndrome d'apnée du sommeil, des mouvements périodiques nocturnes, qu'on a pu évaluer par le questionnaire, eh bien, on retrouve des choses qui sont assez semblables entre les soignants et les non-soignants. La plainte d'insomnie, elle est fréquente, mais elle est fréquente aussi dans la population générale, et on voit qu'une insomnie qui touche à la fois des problèmes d'endormissement, d'éveil dans la nuit, de maintien du sommeil et une qualité de sommeil non réparateur se retrouve dans 31% des sujets, ce qui, somme toute, est à peu près les chiffres que l'on retrouve dans la population générale. Pour ce qui est du syndrome d'apnée du sommeil, eh bien, si on regarde les différents paramètres, ronflement associé à des pauses respiratoires, eh bien là aussi on trouve des chiffres qui sont tout à fait compatibles avec la population générale, c'est-à-dire autour de 2 à 5%, ce qui est somme toute la prévalence habituelle du SAS. Pour les troubles moteurs, là, il y a des critères très très spécifiques pour le syndrome des jambes sans repos. Vous savez qu'il y a des plaintes avec des sensations d'impatience et d'énervement au niveau des jambes quand les gens sont au repos. C'est déclenché par le fait que c'est dans la soirée, que c'est en position allongée, et ça disparaît quand on se met à marcher. Et puis dès qu'on regarde tous les critères, eh bien, on voit que la présence des 3 symptômes, donc pour vraiment affirmer le diagnostic, se retrouve chez 13% des patients, ce qui est peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'on voit dans la population générale, mais bon, sans en savoir plus là-dessus, et les mêmes antécédents familiaux de ce trouble qui est génétiquement déterminé chez 9,5% des soignants. Pour le risque d'accidentologie, là, ça pose des vraies questions, parce qu'on a quand même 37% des soignants qui se plaignent d'endormissement au volant, et ils sont plus somnolents et rapportent plus souvent une privation de sommeil avec des horaires décalés, et on vous retrouve chez eux, chez ceux qui sont somnolents aussi, plus d'insomnie et plus de syndrome anxio-dépressif. Donc là, il y a sûrement un élément à prendre en compte et un travail à faire
avec les soignants qui rapportent ce type de troubles parce que, évidemment, quand on se plaint d'endormissement au volant, il y a un risque d'accidentologie important et on pourrait faire un travail de prévention au préalable. En conclusion, les soignants ont un temps de sommeil qui est plutôt réduit par rapport à la population générale et sont plus souvent soumis à un travail posté, ça c'est pas un scoop. Et ce qui est important, c'est la privation de sommeil ressentie, qui prend en compte justement les besoins individuels de sommeil et qui est un indicateur de fragilité. Et ce facteur, il est très lié à différents paramètres comme la prise de poids, comme plus de somnolence diurne, plus d'insomnie, plus d'anxiété, plus de dépression. Et il y a un lien avec la plainte d'un impact du travail sur leur sommeil, avec visiblement une notion de stress qui est liée chez ceux qui ont ce type de plainte. Ça va de pair aussi avec un risque d'accidentologie plus importante. Donc on aurait tout intérêt à interroger les soignants sur leur sommeil pour repérer justement cette sensation de privation de sommeil et d'être dépassés en fait par ce qui se passe dans le contrôle de leur sommeil, car c'est un indicateur assez finalement précoce et qui va nous en dire beaucoup sur la tolérance à la fois physique, la prise de poids, et psychique avec l'anxiété et la dépression, et la somnolence qui est souvent d'ailleurs exprimée sous forme de « je suis fatigué ». Voilà, je vous remercie de votre attention.